Jean-Christophe Cambadélis, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien premier secrétaire du Parti Socialiste et animateur de Nouvelles Sociétés, le réseau qui veut réinventer la gauche, où vous postez d'ailleurs des tribunes dont je recommande la lecture sur la gauche et la politique aujourd'hui. Et hier, vous avez signé dans le journal du dimanche une tribune qui a été titrée « Mitterrand, réveille-toi, ils sont devenus fous ». Je ne sais pas si le titre est de vous ou de la rédaction. C'est de moi. Bon, et vous nous direz s'ils sont vraiment tous devenus fous. Mais alors, ce que je peux vous dire, c'est que Mitterrand ne se réveillera pas. Première question, où étiez-vous le 10 mai 1981, puisque nous célébrons ce 40e anniversaire? Vous n'étiez pas encore socialiste. Je n'étais pas socialiste, j'étais militant d'extrême gauche, trotskiste, et j'attendais le résultat, car pour nous, la victoire de François Mitterrand sur la droite était le point de départ d'un processus révolutionnaire qui devait commencer, une sorte de Kerensky qui s'avançait avec François Mitterrand. Le soir même, nous serons de ceux qui organiseront la Bastille. Alors, il n'a pas été la révolution de février d'une future révolution d'octobre. Mais quand est-ce que, selon vous, cette bataille de 81 a été gagnée par Mitterrand? Dès 71, quand il prend la tête du PS, en 79, quand il règle le rapport de force avec la deuxième gauche, ou simplement parce que c'est des campagnes électorales et que l'affaire des diamants a fait sa victoire? C'est un processus long qui s'est cristallisé tardivement. C'est un processus long qui commence en 1971. En 1974, il y a la réunion avec les Rocardiens et la CFDT, ce qu'on appelle le courant des assises. Puis, il y a la victoire sur Michel Rocard, avec comme débat l'union de la gauche ou pas. Mais on se souvient mal que en novembre, François Mitterrand est battu dans les sondages. Novembre 80, oui, quelques mois avant, il est battu dans les sondages. Et c'est à la toute fin qu'il réussit à passer devant. Et là, la dynamique prend en décembre-janvier, pas avant. Il n'a pas été révolutionnaire, bien malgré le changer la vie, malgré les premiers mois aussi qui ont été remplis de réformes sociales. Qu'est-ce qui a coincé pour que ce que vous appeliez de vos voeux, cette révolution, n'ait pas lieu ? Parce que la victoire vient tardivement. Elle vient après le grand mouvement qui est planétaire à la fin des années 70, parce que le Parti communiste, quand cela était possible, se bat pour que la gauche n'arrive pas au pouvoir, puisqu'il pensait que si elle arrivait au pouvoir, c'était la fin du Parti communiste. Et donc quand François Mitterrand arrive, nous sommes déjà dans la domination du libéralisme avec le consensus de Washington, avec Reagan et Thatcher, et d'un certain point de vue, la gauche française arrive à contretemps. Et pourtant, le Parti communiste va disparaître. Donc leur pronostic était réel. Arriver au pouvoir, c'est se diluer. Arriver au pouvoir, c'était pour eux difficile parce que c'était le Parti socialiste qui était le cœur du dispositif, mais ils ne pouvaient pas gagner. Cela faisait maintenant 30 ans que le Parti communiste était l'idiot utile du gaullisme. C'est-à-dire que pour les gaullistes, avoir le Parti communiste seul en face, c'était dire que Moscou allait venir à Paris. Ce n'était pas possible. Et François Mitterrand a inversé le rapport de force. Il est devenu majoritaire sur le Parti communiste. Et donc, à partir de là, il était possible de gagner l'élection présidentielle. Et pourtant, hier, Fabien Roussel a été investi comme candidat communiste officiel du Parti communiste qui existe toujours. C'est pour vous un renfort pour la gauche utile, ce Parti communiste qui existe toujours? C'est un archaïsme? C'est un souvenir folklorique? Non, le Parti communiste a beaucoup muté, a beaucoup changé. Il est loin du Parti communiste que l'on connaissait dans les années 70. Et encore moins précédemment avec Maurice Thorez, puis Georges Marchais. Roussel n'est ni Marchais ni Thorez. Non. C'est une variante, je dirais, de ce qu'on appelait à l'époque le communisme italien, c'est-à-dire un communisme très démocratique. Mais aujourd'hui, c'est une pierre de plus dans la division de l'ensemble de la gauche. Alors, pourquoi l'union de la gauche a-t-elle fonctionné entre 77 et 81 ? Et pourquoi bloque-t-elle aujourd'hui ? Parce qu'il n'y a plus de parti communiste, parti socialiste, il y a un parti communiste, mais il n'y a plus de parti socialiste capable d'être la colonne vertébrale. À partir du moment où nous avons perdu l'élection présidentielle en 2017, nous retrouvons dans une situation où nous n'avons plus la capacité d'être le facteur d'ordre. Et donc, comme tout le monde veut être candidat aux élections présidentielles, évidemment, ça disloque l'ensemble du dispositif. Pourquoi dites-vous ils sont devenus fous ? Ils sont devenus fous parce qu'ils savent tous que s'ils vont
à l'élection présidentielle les uns contre les autres, nous ne serons pas au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et s'il y a des candidats de chacune des formations dans les élections législatives, nous ne serons pas au Parlement, il n'y aura pas de groupe parlementaire de gauche. Donc ça, c'est une disparition du paysage, si ça arrive. C'est une disparition du paysage électoral, parce que le paysage social sera toujours là, mais du paysage électoral, c'est-à-dire c'est une marginalisation de la gauche qui est en marche. Cette marginalisation, elle est aussi le fruit de l'absence de leader. Après 2017, les talents étaient là, il y aurait pu avoir un leader. Qu'est-ce qui a empêché l'un ou l'une des ministres socialistes de Hollande ou de l'époque Jospin de prendre la main ? C'est d'abord d'y aller. Aucun d'entre eux n'a voulu prendre le flambeau. Je me suis retrouvé tout seul. Je raconte que le 18 juin, quand nous sommes battus aux élections législatives après les élections présidentielles, je suis à Solferino, qui a depuis été vendu, et je suis tout seul. Il n'y a pas une personnalité qui a fait ou qui a été dirigeant de la gauche qui est là pour discuter avec moi ou pour faire avec moi un renouveau. Tout le monde s'est sauvé. À partir de là, c'est très difficile d'organiser un leadership qui puisse suivre. Il y a une responsabilité personnelle de François Hollande, parce que c'était lui le président sortant, c'est lui qui aurait dû être là. Oui, mais il ne pouvait pas l'être. Il se retrouvait dans une situation où il était lui-même certain d'être battu, non pas, à mon avis, dans la désignation des candidats à l'élection présidentielle de la gauche, mais dans l'élection tout court, puisqu'il avait une offre qui était celle d'Emmanuel Macron et une autre qui était celle de Jean-Luc Mélenchon. Dans ces conditions-là, il était très difficile pour lui de l'emporter. Dans votre tribune du Journal du Dimanche, vous regrettez que les socialistes soutiennent mollement Anne Hidalgo. Pourquoi ce soutien mou ? Est-ce que c'est la faute du caractère d'Anne Hidalgo ? Est-ce que c'est le ressentiment d'une certaine génération royale Hollande contre ceux qui arrivent ? Non, c'est parce que les gens n'y croient pas. Aujourd'hui, on ne croit pas à la possibilité de la victoire. On est dans une phase de décomposition de la vie politique, la décomposition de la République. On est dans une phase de montée de l'extrême droite. Et la gauche se dit, ce n'est pas jouable. Il y a une dimension munichoise dans l'attitude de la gauche face à la montée de l'extrême droite et aux événements que nous sommes en train de vivre dans l'armée ou autre. Et il y a une démission collective des leaders de la gauche. Ils sont incapables de se mettre autour d'une table pour préparer un dispositif législatif ensemble et puis revenir après sur la présidentielle. Il y en a un qui démissionne pas, il y en a un qui se dresse. C'est Mélenchon. Est-ce que c'est pas lui finalement l'authentique socialiste malgré tous ses excès ? Malgré tout le taman de Mélenchon, il sait une chose, c'est qu'on ne peut pas faire l'unité sur les marges. Or, il est trop radical. Il estime que les adversaires principaux de son combat, c'est les écologistes et les socialistes. Hier, il a été d'une violence incroyable contre les écologistes. Donc, comment voulez-vous faire l'unité alors que votre ennemi principal, c'est le voisin d'en face ? Il faut combattre Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon doit être combattu. C'est Bernard Cazeneuve qui l'affirme. Vous approuvez cela ? Non. Moi, je pense qu'il faut d'abord avoir des idées, il faut d'abord avoir un projet, et c'est sur la base de ce projet qu'il faut rassembler. Après, Jean-Luc Mélenchon viendra ou ne viendra pas. Il ne faut pas être obsédé par Jean-Luc Mélenchon. Alors ce projet, ces nouvelles idées, est-ce que ça peut être les nouvelles idées à la mode à gauche, l'indigénisme, l'intersectionnalité, le woke? Finalement, Biden, avec cette gauche-là, il a réussi à gagner le pouvoir. Oui, mais c'est Biden. Il ne s'agit pas d'exclure toute personne qui se réclame de gauche. Il s'agit de donner un centre de gravité au combat de la gauche. Or, il n'en a pas. Il nous faut un centre de gravité, une gauche responsable. Il faut la construire, il faut des projets, il faut des propositions et il faut une dynamique. Après, on verra avec les autres qui, à mon avis, ne peuvent pas rassembler la gauche. Et Biden peut-il être un guide quand même? Parce que ce qui se passe dans la gauche américaine, augmentation des impôts, levée des brevets, il y a beaucoup de symboles, beaucoup de pistes. Mais bien sûr, aujourd'hui, c'est la démonstration qu'une gauche responsable, même aux États-Unis, peut l'emporter. Après le socialisme d'obédience marxiste qui a dominé les années 60-70, après la social-démocratie, Jospin-Hollande, qu'est-ce qu'il faut inventer? Le capitalisme a muté, lui, donc la lutte contre le capitalisme, elle doit aller vers quoi? Ce que j'appelle la société décente, c'est-à-dire la capacité à combattre avec un certain humanisme dans notre société. 3 piliers, la République impartiale, un nouveau contrat social écologique
et une France d'influence. Voilà les 3 piliers d'une nouvelle gauche. La République impartiale, c'est une République d'égalité sociale, c'est une République de nouveaux droits, c'est une République fiscale. C'est une République qui défend l'intégrité humaine. C'est une République qui est capable de défendre la liberté ordonnée. C'est bien nécessaire dans notre société bousculée aujourd'hui. L'égalité réelle et pas l'égalité formelle. Et une fraternité laïque. Les 2 points sont importants, fraternité et laïcité. Laïcité, la gauche est en manque, la gauche est à côté de la plaque depuis un certain temps. Oui, bien sûr, parce que la gauche a fait du combat contre le racisme le nouveau marqueur de celle-ci, mais ne comprend pas que pour qu'il y ait un combat opérant contre le racisme ou l'antisémitisme, il faut une république qui soit impartiale et non pas dire qu'il faut combattre pour le racisme contre tous ceux qui aujourd'hui défendent la République. Est-ce que la gauche a encore un problème avec la sécurité? Beaucoup de faits divers ces derniers temps, des voix de gauche qui manquent, qui sont faibles. Tout à fait. La gauche a un problème avec l'identité républicaine. Elle a un problème avec une sécurité ordonnée. Et elle a un problème avec l'immigration. Les 3 sujets qui sont les sujets majeurs des Français, la gauche fait l'impasse. Elle est parfaitement positive et inventive sur le social et sur l'écologie, mais elle est atone sur ces 3 sujets. Y compris les écologistes, parce que quand ils sortent de l'environnement, ils sont assez audacieux sur ces données-là. Ils sont, par exemple, sur l'identité, parfois accusés de vouloir rompre avec la tradition républicaine de la gauche. Oui, donc c'est un mauvais choix. C'est un choix qui ne correspond pas à ce qui est juste et nécessaire pour notre pays. C'est un choix qui est marginal et qui ne permet pas de rassembler la gauche. Et c'est un choix qui ne permet pas de rassembler le pays. La primaire des écologistes, si elle a lieu, elle devra trancher ce problème-là chez eux, chez les Verts? Je pense qu'elle devra le trancher. Ils ne peuvent pas penser rassembler la gauche sur un projet qui est un projet radical. Qu'est-ce qui manque à Emmanuel Macron pour correspondre à votre triptyque stratégie d'influence de la France? Il y est sur la République impartiale. Bon, il penche à droite en ce moment pour des raisons électorales, mais il y a chez Emmanuel Macron aussi, Macron 2017, ce que vous dites sur cette République. Mais ce qui lui manque, c'est la mise à jour vis-à-vis du libéralisme. C'est un libéral convaincu. C'est le dernier en Europe qui est sur la théorie du ruissellement. De ce point de vue, je pensais qu'avec la Covid, il aurait bougé et il aurait déployé une autre politique économique, mais il y revient. On est dans la relance keynésienne quand même là en ce moment. Mais il y revient avec le débat sur l'allocation chômage, il y revient avec toute une série de mesures sur les retraites, il y revient, c'est-à-dire que pour lui, c'est l'élément essentiel. Pour finir, à quel pourcentage de chance accordez-vous aujourd'hui à la gauche pour une victoire aux élections nationales de 2022? On est à 0%, il faut faire l'impasse. On est à 20%, 50%? C'est la lutte qui détermine l'issue de la lutte. On ne sait pas à cette étape. Tout est ouvert, tout est possible, y compris la victoire de l'extrême droite, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans l'armée. Tout est possible et le retour de la gauche, je le souhaite. Mitterrand craignait, autour de lui on craignait un éventuel putsch militaire si la gauche gagnait. Il n'a pas eu lieu. Aujourd'hui, c'est une crainte encore réelle ou ce sont des militaires d'opérette qui font des tribunes? Non, vous savez, quand l'armée quitte les casernes, la République est en panne. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et ça peut toujours arriver. En France, on a une grande tradition bonapartiste. Jean-Christophe Cambadélis, merci, bonne journée. Bonne journée.